Blanche-Neige et les 7 nains, Le Roi Lion, La Reine des Neiges, de grands classiques Disney considérés comme cultes et qui ont marqué l'histoire du studio d'animation, de grands chefs-d'œuvre qui, encore aujourd'hui, sont appréciés de tous. Pourtant, derrière ces nombreux films d'animation se cachent aussi des échecs cuisants, des longs métrages délaissés par la critique et boudés par le public. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir ces quelques Disney que certains ont oubliés. Taram et le chaudron magique. Sorti en 1985, le film nous raconte l'histoire du jeune Taram, l'apprenti du mage d'Alben vivant dans le royaume de Prynden. Il est un rêveur qui souhaite une vie remplie d'aventures chevaleresques, et il va être servi le bougre. Son maître va lui apprendre l'existence d'un artefact puissant, le chaudron magique, qui permet à son utilisateur de contrôler le monde, rien que ça. Convoité par le Seigneur des Ténèbres, Taram va devoir fuir son quotidien pour protéger Tirelire, un cochon qui prédit l'avenir. Ouais. Alors on commence avec quelque chose de léger, un Disney qui s'est créé une petite fanbase avec les années, notamment grâce à son côté un peu sombre. Faut dire que le film a une animation bluffante et audacieuse pour un Disney, suivi d'un univers de fantasy extrêmement intéressant, mais qui dans les faits a du mal à nous faire rentrer dans son histoire, notamment à cause d'un manque cruel de contexte, des personnages secondaires qui ne servent absolument pas le scénario, et une intrigue complètement rushée, ce qui est bien dommage parce qu'on ressent un réel potentiel à travers le récit, qui voudrait nous raconter bien plus que ça. Le film se voulait comme une adaptation fidèle des chroniques de Prynden de Lloyd Alexander, mais allez condenser 5 livres dans un long métrage de 1h20, c'était pas gagné. Surtout que le film sera complètement charcuté par les producteurs pour qu'il soit accessible aux enfants, et dépassera son budget initial tout au long de sa production. Même si la critique le notera comme une prise de risque audacieuse, le public le rejettera tout simplement, parce que... univers trop sombre, ça les gens ils aiment pas. Ah, et il se fera dépasser au box-office par Bisounours le film. Bref, le somme était au rendez-vous. Bernard et Bianca au pays des kangourous. La suite directe des aventures de Bernard et Bianca, ce film sorti en 90, nous raconte la mission décisive pour nos aventuriers, sauver le jeune Cody d'un braconnier malfaisant qui essaye de capturer un aigle royal. Sans oublier que Bernard tente de demander Bianca en mariage. Ce film est apparu comme étant excellent à l'époque de sa sortie, notamment grâce à des couleurs chatoyantes et une animation qui donnait un rendu vraiment magnifique. Et y a pas à dire, ça flatte la rétine même encore aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au CAPS. L'utilisation de la nouvelle technologie par ordinateur va donner un rendu exemplaire et qui sera repris par la suite dans de nombreux films d'animation. Et pourtant, on parle d'une suite, dans lequel le studio a mis les bouchées doubles afin d'être à la hauteur du premier film. Sauf que bien évidemment, le film va bider comme il faut. Il va se faire rembourser, pour sûr, mais clairement pas à la hauteur des espérances du studio d'animation, seulement 10 millions de dollars en termes de bénéfices. Et ce bénéfice a probablement remboursé l'ordinateur utilisé pour la réalisation du film. Ouais, parce que le CAPS, c'est une technologie plutôt onéreuse. Et là, le flop, il est explicable, Déjà, personne ne voulait d'une suite à Bernard et Bianca, le premier film se suffisant à lui-même, et on imagine très mal une suite de leurs aventures. Mais c'est pas ça le pire, la cible du film était les enfants, mais aussi les fans de la première heure. Or, le petit souci de tout ça, c'est que les enfants étaient devenus adultes entre-temps, parce que la suite sort 13 ans après le premier film. Personne ne s'attendait à les revoir en salle un jour. Et quand bien même les parents auraient pu faire découvrir cette suite à leurs enfants, Bernard et Bianca au pays des kangourous, ça faisait pas vendeur. Ah oui, le titre aussi c'est important. Le succès mitigé dès la première semaine convaincra les producteurs et réalisateurs de retirer tout le budget publicitaire du film, ce qui va le rendre invisible aux yeux du public. En gros, on ne lui a pas laissé sa chance, et c'est plutôt dommage. La planète au trésor. Ce long métrage est sans nul doute l'un des Disney les plus ambitieux qui m'ait été donné de voir. Sorti en 2002, le film nous met en lumière Jim Hawkins, un casse-cou qui ne recule devant rien, qui va se voir confier une carte menant au légendaire butin de 1000 univers. Dans l'espoir de rebâtir l'auberge de sa mère, Jim et le docteur Doppler vont monter une expédition à la recherche de ce trésor convoité de tous. Ils se verront accompagnés tout au long par John Silver, un cyborg au grand cœur, et de la charismatique capitaine Amelia. Cette adaptation de l'île au trésor dans l'espace, avec son côté steampunk, avait tout pour plaire. Le chara-design était varié, les personnages, notamment John Silver, avaient un développement très intéressant et très rarement vu dans un Disney. Bon, c'est vrai que certains personnages manquaient peut-être d'investissement à l'histoire, et on aurait peut-être aimé en savoir un peu plus, mais rien ne prédisposait à ce que ce film se ramasse un échec critique au box-office. Et faut dire qu'il s'est joliment ramassé aux États-Unis, On est sur une perte de recettes de 31 millions à sa sortie ciné, quoi. Ah oui, c'est lourd. Cela dit, les raisons de son échec sont à mettre dans les cheveux de l'animation. Le côté mi-2D, mi-3D du film va se faire rejeter en bloc par le public, qui ne sera que peu inspiré pour aller le voir. Mais surtout, le public visé se voulait avant tout plus adulte, car même si des personnages comme Morph fait office de comic relief pour faire adhérer les tout
petit, le côté aventure de l'histoire sera beaucoup plus mis en avant et mettra l'émotion en arrière-plan, d'où le côté plus adulte. Mais on dira merci aux ventes DVD qui ont aidé le film à se rembourser financièrement. Milo sur Mars. Alors là, on arrive à un film très décevant, qui aura mis fin à un studio d'animation né de la collaboration entre Robert Zemeckis et Disney, Image Mover Digital. Sorti en 2011, ce film nous met en lumière Milo, garçon turbulent, toujours en confrontation avec sa mère autoritaire. Cet aspect autoritaire sera remarqué par les Martiens, cherchant désespérément un modèle de maman stricte pour implanter son esprit dans des nounous robots, afin que les jeunes Martiens soient dociles et droits dans leurs bottes. Ouais, Milo va assister à l'enlèvement de sa mère et va tout simplement aller la secourir. Sinon, y a pas d'histoire quoi. Ce film est un échec monumental. Ce long métrage 3D, entièrement réalisé en motion capture, a un aspect hideux et dérangeant. Et ce rendu aura un coût, 150 millions de dollars. Et quand on voit le résultat, je pense que ça a dû faire mal au cul des producteurs. Comme si le film était une ode à la vallée de l'étrange. On survole rapidement son scénario désastreux et digne d'un téléfilm M6 avec une morale pitoyable. Sans parler de ses personnages niais et sans émotion, j'ai aucun autre mot pour le décrire. Les critiques et le public vont totalement ignorer le film, trouvant le visuel moche avec des trailers mal rythmés et pas vendeurs. Milo sur Mars fait partie aujourd'hui d'un des plus gros flops du cinéma, n'arrivant même pas à se rembourser la moitié de son prix de production, la perte étant estimée à 130 millions de dollars. Le studio Image Mover Digital va être fermé par Disney et va être repris par le studio Universal sous le nom de Image Mover. Et ils ne feront plus jamais de 3D. Eh oui, Disney, aussi grand soit-il, ne peut pas gagner à tous les coups. Même si bon, ces flops sont souvent explicables. Parfois ils ont voulu innover et surprendre le public pour offrir quelque chose de relativement différent, quitte à passer du coq à l'âne. Ou même ne pas réussir à s'adapter aux tendances actuelles. Excès de confiance oblige, et c'est notamment le problème qu'a eu Disney au début des années 2000. L'esprit conservateur de la firme leur a donné plus souvent tort qu'autre chose, n'assumant pas qu'ils n'étaient plus les seuls à faire de l'animation dans cette industrie. Après, c'est vrai, je vous ai présenté que 4 films d'animation. Alors, il y a eu d'autres échecs, bien évidemment, mais à plus petite mesure. C'est le cas par exemple pour Les Mondes de Ralph, en France, qui n'a pas séduit le public et surtout les parents à cause de son thème sur le jeu vidéo. Parce qu'en France, le jeu vidéo ça rend violent. Et ne parlons pas de son marketing qui était complètement foireux. Genre, regardez cette affiche, elle n'évoque rien. Et perso, ça donne même pas envie. Surtout quand au même moment, allait sortir les 5 légendes de DreamWorks, qui pour le coup étaient beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, Disney semble avoir trouvé sa formule pour ne plus être en échec, avec les remakes live action. Quelque chose qui rassure le studio et qui permet aux spectateurs de rester dans sa zone de confort. Même si l'animation continue de son côté, elle n'est plus autant mise en avant qu'autrefois, laissant plus de manœuvres pour Pixar. Maintenant, reste à savoir si leur formule marchera sur le long terme, ou si elle posera des problèmes dans le futur. Et de mon côté, j'aimerais savoir si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je compte sur vous pour la partager, je vous aime très fort, des bisous, et coupez!